Bienvenue sur ce webinaire dédié à un thème dont on entend parler depuis maintenant 3 ans au moins. C'est depuis que la loi a été mise en application. Finalement, c'est un thème qui a suscité beaucoup de webinaires, beaucoup d'interventions, mais finalement, au quotidien, ce sujet qu'on vous propose aujourd'hui, protection des données personnelles, êtes-vous sûr d'être en conformité avec la loi? Quand on est une PME, voire quand on est une TPE, on continue toujours à se poser les questions parce qu'il y a des points que moi j'ai trouvé, dont moi j'ai trouvé qu'ils n'avaient jamais été vraiment élucidés. Donc pour nous accompagner, elle se présentera plus en détail tout à l'heure. Nous avons avec nous Mairead O'Scanel Audizio, et pardonnez-moi la prononciation. Donc Mairead vous expliquera exactement qui elle est. Elle est experte spécialisée en droit des affaires commerciales et numériques en temps partagé et membre de notre réseau Flexter. En quelques mots, avant que Mairead n'intervienne, je me propose de vous présenter le réseau Flexter, ce qui vous fera comprendre pourquoi c'est ce réseau qui introduit ce webinaire et qui organise cette série de webinaires. Donc, je passe tout de suite à la slide d'après. Alors, le réseau Flexter va intervenir quand une société manque de temps ou de compétences en interne pour réaliser une mission, on va dire, de direction. Et donc, on va s'adresser à des dirigeants qui doivent répondre au quotidien à de nombreuses sollicitations, qui sont engagés dans l'action et qui se retrouvent malgré tout, par manque de personnes en interne, à exercer plusieurs fonctions. Et donc, souvent, les dirigeants d'entreprises, de PME, même parfois de PME de taille importante, manquent de temps pour se concentrer sur le cœur de leur activité, à savoir développer leur entreprise, leur organisation. Donc, nous intervenons en temps partagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts du réseau Flexter vont pouvoir être présents, alors physiquement ou pas, mais pouvoir intervenir pour les clients quelques jours par mois, un jour par semaine, 2 jours par mois dans les entreprises, mais pour réaliser des missions qui pourraient tout à fait être confiées à des personnes en interne et tout à fait être réalisées à 100% du temps, mais on va s'adresser à des entreprises qui justement n'ont pas ce besoin à 100% du temps et n'ont pas nécessairement à l'instant T les ressources financières pour embaucher quelqu'un à temps plein. Donc, nous sommes des professionnels indépendants, ça c'est important. Mairead est une personne indépendante, on s'est tous fédérés dans un réseau et dans l'ensemble, on a tous une expérience confirmée, que ce soit dans des groupes ou que ce soit dans des PME. Mais notre expérience, on la met au service aujourd'hui des PME et ça nous permet d'aller rapidement sur les missions qu'on nous confie. Donc, comme on a l'habitude de dire, on est des personnes de grande expérience et ça nous permet d'assurer une opération, d'être très opérationnel sur les missions de façon rapide. Rapidement, vous le retrouverez sur notre site web. On a un grand nombre de fonctions qui sont représentées dans le réseau et notamment la fonction de direction juridique à temps partagé. Décidément, aujourd'hui, voilà. On a des offres différentes en fonction des besoins de l'entreprise que vous pourrez aussi retrouver sur notre site. Donc, on intervient en temps partagé. Ça veut dire qu'on va s'occuper à la fois de la stratégie de l'entreprise sur la fonction dont on s'occupe, par exemple dans ce qui me concerne le marketing, quand j'interviens chez des clients, mais on a aussi l'animation du volet opérationnel. Donc, c'est en cela qu'on n'est pas uniquement dans le domaine du conseil. Un petit point sur ce qu'on appelle le Flex Tandem, qui est une offre qu'on propose aux entreprises qui souhaitent quelqu'un en interne pour s'occuper d'un poste et font le choix d'intégrer un ou une junior, ce qui est une très bonne idée, soit en CDI, soit par exemple en apprentissage, mais qui n'auront pas forcément le temps de s'occuper de cet apprenti.
où parfois les compétences, ça arrive notamment sur certaines fonctions, notamment sur le marketing. Et l'expert Flexter eh bien, va pouvoir intervenir de façon ponctuelle pour encadrer ce junior ou cette junior et l'aider à réaliser ses missions en lui donnant de la méthode, en lui donnant du contenu, en alimentant aussi de connaissances le plan de l'entreprise et les actions qui lui ont été confiées. Donc, je voulais mettre un petit point sur ce Flex Tandem parce qu'on y tient beaucoup. Et nous, on croit beaucoup à la complémentarité entre l'expertise et puis la jeunesse et finalement les nouvelles idées qui peuvent venir avec des personnes qui commencent dans la vie professionnelle. Vous retrouverez ce scan sur le replay. Dessus, vous avez mes coordonnées directes si vous voulez me contacter sur le réseau Flexter. Et donc, tout ça, c'est bien beau, mais aujourd'hui, on se voit pour le RGPD et faire un point très pratique. Toutes les questions qu'on vous a proposées dans les différentes communications qu'on a pu réaliser sur le webinaire, eh bien, l'objectif, c'est qu'on puisse y répondre. Donc, on en a déjà préparé. Bien sûr, il ne faudra pas hésiter à poser les questions à Mairead. Si vous ne souhaitez pas l'interrompre, vous pouvez tout à fait lever la main avec Zoom et pour qu'on puisse s'arrêter. De notre côté, Valériane et moi, Valériane qui travaille avec moi, on sera là pour vérifier les commentaires que vous pourrez faire et les questions que vous voulez peut-être poser dans le chat. Néanmoins, à la fin de la présentation, on a prévu un temps d'échange pour que vous puissiez vraiment éclaircir tous les points qui pourraient vous être encore restés obscurs ou du moins pas suffisamment clairs. Vraiment, l'idée, c'est d'être interactif, de ne pas être descendant, même si aujourd'hui, on est sur un sujet juridique. Donc, Mairead va se présenter. Je tiens à préciser que Mairead connaît très bien le RGPD, c'est pour ça qu'elle présente aujourd'hui, mais sa compétence est beaucoup plus large que le seul sujet du RGPD. Elle accompagne les entreprises sur les sujets juridiques. Et si vous avez des besoins sur le RGPD, on pourra en reparler à la fin, mais nous avons aussi dans l'équipe des personnes qui peuvent assurer des missions d'audit RGPD beaucoup plus, très, très opérationnelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra vous proposer. Alors, Mairead, raconte-nous un petit peu qui es-tu? Bonjour, merci Audrey et bonjour tout le monde. Qui je suis? Effectivement, la prononciation, c'est parce que je suis irlandaise de nationalité, donc c'est un prénom gaélique. Au Scannell, c'est évident que c'est irlandais avec un apostrophe. Directrice juridique, où j'ai passé la plupart de ma carrière en entreprise, notamment pour les groupes Hachette Philippe Aki et l'AGADA Active. Et c'est avec l'AGADA Active où j'étais en charge du pôle digital et amenée en transverse de conseiller sur tous les sujets relatifs à la protection des données personnelles. Donc, avant l'RGPD, on avait la loi informatique et liberté. Donc, c'est un sujet qui préoccupe les entreprises de grande taille depuis des longues années, notamment des entreprises qui considèrent la base de données comme un actif important. Donc, je suis ravie de vous présenter cette présentation. Effectivement, ça risque d'être un peu lourd au début, mais je vais faire mon mieux de la rendre plus pratique et pragmatique. Et comme dit Audrey, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je vais partager mon écran et vous pardonnez-moi si j'ai quelques petits soucis de connexion au début. Et l'objectif, c'est une fois connecté, une fois partagé, je vais pouvoir le dérouler avec vous. Donc, voilà l'écran. Normalement, est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est fait? Ah oui, ça va venir. Voilà. Et maintenant, je vais me mettre en mode présentation. Voilà. Vous voyez bien la présentation, c'est bon? Je peux le dérouler. Tu peux y aller. Donc, l'idée, effectivement, c'est vraiment une présentation plutôt pragmatique pour vous permettre et faciliter un peu un échange sur des questions pragmatiques. Également, les questions rencontrées au jour le jour. Donc, l'objectif, c'est d'abord présenter un tout petit peu le cadre réglementaire en matière de protection des données et aussi de vous donner quelques éléments pour vous faciliter dans vos réflexions sur votre conformité avec les RGPD. Et ensuite, échanger naturellement sur les questions. Donc, la réglementation, c'est effectivement, on parle du RGPD, le règlement général, qui est applicable directement dans tous les États membres depuis mai 2018. Donc, déjà, ça fait depuis 3 ans, on devrait tous être en conformité. Et l'avantage qu'on avait en France, c'est que l'RGPD s'est inscrit dans la continuité de la loi informatique et liberté,
qui, elle, a été promulguée en 1978. Donc, ça nous a donné une bonne trentaine d'années d'avance pour se mettre en conformité dans notre utilisation de données personnelles. La loi informatique elle-même a été modifiée suite à l'application du RGPD, surtout pour s'assurer une cohérence entre les deux textes, et aussi parce que le RGPD a laissé quelques marges de manœuvre aux États membres. Une qu'on peut connaître tous, c'était par rapport à un mineur. C'était à quel âge, parce qu'il y a un traitement spécial. On considère que les mineurs ont une catégorie sensible et auquel il faut prêter plus d'attention lorsqu'on recueille leurs données personnelles. Donc, en France, on a fixé cet âge à 15 ans, c'est-à-dire lorsqu'on collecte des données des mineurs de 15 ans ou moins, on le considère comme sensible et il faut être encore plus vigilant lorsqu'on collecte leurs données. Il y a aussi une autre loi qui quand même joue un peu dans le domaine de la protection des données, c'est la loi pour une république numérique, surtout sur les sujets de la portabilité des données, qui également est traitée dans la RGPD, mais surtout le droit à l'oubli des mineurs. Donc, l'objectif du RGPD était effectivement de donner plus de contrôle aux personnes sur leurs données, aussi nos responsabilités, les acteurs qui traitent les données personnelles, et aussi pour assurer la confiance dans cet échange. Et ensuite, en France, on a la CNIL, qui est l'autorité de protection des données en France, qui est chargée à veiller aux lois en matière de protection des données. Et elle a un pouvoir de contrôle et de sanction. Mais la CNIL joue énormément un rôle d'accompagnement. Elle accompagne les organismes dans leur mise en conformité et elle aide les particuliers à maîtriser l'utilisation de leurs droits. Donc, si vous visitez le site de la CNIL, il y a deux options. Soit je suis professionnel et il y a une panoplie d'informations à votre disposition, soit vous cliquez « Je suis particulier » et il y a aussi un menu important de sujets qui peut vous aider dans vos démarches. Donc, qui est concerné? Est-ce qu'on est concerné? En fait, dès lors qu'on touche des données personnelles de quelqu'un résident en Europe ou dans l'espace de l'Union européenne, que ce soit un organisme déjà établi dans l'Union ou en dehors, on est concerné. Donc, elle s'applique et on doit se mettre en conformité. Ça concerne ce qu'on appelle des responsables de traitement, celui qui principalement collecte et traite les données, mais ça peut concerner également ses sous-traitants qui peuvent être des contrôleurs. Donc, quelle que soit la taille de l'organisation, dès qu'on traite ces données d'un résident européen, il faut se mettre en conformité. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est que si j'ai une simple base, même si c'est que B2B, donc finalement, il y a de personnel dans B2B, est-ce que je dois me mettre en conformité? Dans la base B2B, il y a souvent le nom, le prénom, l'adresse mail des clients B2B. Donc, il s'agit de leur donner un caractère personnel. Donc, il faut se mettre en conformité. L'avantage de se mettre en conformité, c'est quand même on gagne beaucoup de confiance de la clientèle. Parce que je cite ces chiffres-là parce que je trouve ça très intéressant. C'est 81% des Français estiment qu'ils sont espionnés et n'aiment pas la collecte de leurs données, n'aiment pas le fait d'être surveillés, suivis, analysés. Et 62% des Français, c'est en 2018, c'est intéressant de voir les pourcentages aujourd'hui, mais déjà en 2018, 62% des Français étaient prêts à payer plus cher pour une marque qui faisait preuve d'une bonne gestion de leurs données. Ça parle tout seul, je pense. Donc, pour savoir si je suis en conformité, il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que, comme Audrey a dit tout à l'heure, il peut y avoir un audit. C'est la meilleure façon de faire, que ce soit un audit fait en interne ou un audit faisant appel à un externe. Il faut se poser les questions. Donc, les différents traitements de données personnelles, est-ce que j'ai une vision complète sur tous les traitements de données? Parce qu'on peut avoir des listes dans un cahier, des listes physiques, des listes enregistrées sur les ordinateurs, des contacts qu'on a pris via le site Internet. Il faut tous les répertorier. Est-ce que je connais les différentes catégories de données? Quels sont les types d'informations que j'ai dans ces listes de données?
pourquoi j'ai collecté ces données? Quel est l'objectif de ce traitement que j'ai fait de leurs données personnelles? Et qui les traite? Et qui a accès à ces données? Est-ce que je connais bien les flux des données, d'où ils viennent, où ils partent? Et surtout, est-ce qu'il y a un éventuel transfert de données en dehors de l'Union européenne? Car ceci demande une vigilance particulière pour assurer une conformité et un traitement correct des données en dehors de l'Union. Est-ce que j'ai identifié la base sur laquelle je collecte les données? Parce qu'il faut que j'ai soit le consentement de la personne, ou il faut que ce soit dans mon intérêt légitime de l'avoir, ou que j'ai un contrat ou j'ai une obligation légale pour la collecte. Est-ce que j'ai défini la durée de conservation de chaque catégorie de données traitées? Je donne un petit exemple parce que c'est difficile de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de durée, mais par exemple, si vous voulez vérifier l'identité de quelqu'un, si dès lors que vous avez identifié la personne, vous n'avez plus besoin de conserver le passeport, ni dans la durée, ni physiquement sur place. Au moment de rentrer dans un immeuble, souvent c'est le cas, on garde le passeport ou on prend une photocopie, mais en réalité, on n'avait pas besoin. Est-ce que j'ai mis en place des mesures pour limiter chaque traitement de données aux données qui sont strictement nécessaires? Je donne encore cet exemple du passeport, parce que c'est souvent quelque chose que vous avez rencontré dans la vie. Est-ce que je supprime les données qui ne sont pas strictement nécessaires? Parce que lorsqu'on fait un constat de toutes les données, c'est bien de faire le tri, c'est bien de voir quelles sont les bases, quelles sont les informations strictement nécessaires, quelles sont les informations qui ne sont plus nécessaires ou qui sont absolument jamais été nécessaires. Dans ce cas-là, on a intérêt de les supprimer. Comment j'informe et est-ce que j'ai bien informé les personnes sur la collecte de leurs données et le traitement qui sera fait de leurs données et ainsi sur leurs droits? Est-ce que je permets aux personnes concernées d'exercer leurs droits? Parce que depuis le règlement, ils ont le droit d'accès à leurs données, de connaître les données que je tiens sur eux, de rectifier ou même une portabilité. Portabilité, ça peut arriver lorsqu'on fait un changement de prestataire mobile, ça vous arrive tous. Ça peut arriver également si je suis un abonné sur une chaîne de musique et que j'ai envie de m'abonner à un autre, je peux demander à mon prestataire existant de transférer mes choix de musique préférés sans pour autant fermer le compte. Est-ce que j'ai vérifié que mes contrats avec mes sous-traitants sont bien à jour? Parce qu'un sous-traitant, il a des obligations importantes aujourd'hui. On a égalisé un peu la situation. Il faut que moi, le responsable de traitement, je m'assure qu'il a pris en charge les bonnes obligations, qu'il peut assurer la sécurité, la confidentialité et la protection des données personnelles qui sont traitées par mon sous-traitant pour mon compte. Est-ce que j'ai vérifié mes mesures de conservation, archivage et surtout de sécurité des données personnelles? Et est-ce que j'ai mis en place un bon plan pour renforcer les mesures actuellement en place, pour éviter toute faille et toute crise? Est-ce que j'ai un plan d'action, un plan de gestion de crise ou de reprise d'activité lorsque, malheureusement, il arrive une violation, une fuite ou une faille de sécurité? Toutes ces questions sont traitées normalement pendant une phase d'audit, mais ce sont des bonnes questions à se poser régulièrement. Là, je viens vers les questions classiques que tout le monde se pose. Est-ce que j'ai désigné ou est-ce que j'ai besoin d'un DPO? Il faut désigner lorsqu'on est un organisme public. Il faut désigner également un DPO lorsqu'on fait un suivi régulier des personnes. Alors, le RGPD parle à grande échelle et c'est ça qui pose des questions de compréhension pour des gens. Lorsqu'on parle de ça, c'est lorsque la base de données fait partie d'un actif important de mon entreprise et que je l'exploite et j'analyse ma base de données. Je donne un bon exemple lorsque j'étais chez Lagada Active. Le base de données de membres des forums des sites Internet était une base importante qu'on a suivie régulièrement, qu'on a analysée pour préparer des newsletters adaptés aux internautes. Mais en réalité, même si je ne suis pas obligée de désigner un DPO,
c'est recommandé de désigner une personne en charge d'identifier et coordonner les actions à mener. Ça facilite la situation, le sujet à la fois pour se mettre en conformité, mais également pour gérer la vie courante de la gestion et le suivi des données personnelles par l'entreprise. Et si par malheur on est enquêté ou on reçoit une plainte d'une personne ou une demande d'une personne, on peut le gérer rapidement. Et également, on peut répondre aux questions qui pourraient éventuellement être posées par la CNIL. Autre sujet, une autre question, c'est est-ce que je dois tenir un registre? Si je traite des données personnelles, il faut que je tienne un registre lorsque ce sont des données que j'exploite de manière récurrente. Comme par exemple, j'aurais quasiment toute entreprise, elle a, surtout sauf si c'est une petite structure avec une personne sans salarié, c'est dès lors que j'ai des salariés, j'ai quand même des fichiers salariés, j'ai un fichier de paye, donc je dois garder un registre sur ça. Mairead, est-ce que tu peux juste me dire, du coup, je me posais la question, quand on parle de registre, ça peut prendre quelle forme? C'est plus ou moins compliqué, tout dépend de ta structure. L'objectif du fichier, c'est quand même le registre doit tenir, tu dois avoir un support sur lequel tu identifies le nom du responsable de traitement, les finalités de ton traitement et la description des catégories des personnes concernées. Donc, je suis en train de citer deux exemples là. Tu as un salarié, tu as des salariés. Donc, tu as un fichier salarié dans lequel tu mettrais les coordonnées, les données personnelles qui sont nécessaires pour exploiter ce fichier. Donc, ça, c'est plutôt un traitement de salarié classique. Tu auras un autre fichier pour la paye sur lequel il y aura des données à la fois toujours le nom, souvent l'adresse aussi, parce que la fiche de paie est souvent envoyée au domicile de la personne, et également les coordonnées bancaires. Donc, sur ce fichier-là, tu auras ça. D'accord. Tu identifieras sur le fichier aussi les destinataires, les personnes qui peuvent accéder à ce fichier. Par exemple, le fichier salarié, c'est plutôt en interne de la société. Mais en revanche, pour le fichier paye, si le paye est sous-traité en externe, le sous-traitant, il aura accès également. Il faut aussi, sur ce fichier dans ton registre, il faut que tu précises le délai de la durée pendant laquelle tu vas garder les données. Et il faut décrire un peu les mesures de sécurité mises en place. Mais les mesures de sécurité sont souvent, de façon générale, souvent les mêmes. Donc, excuse-moi, j'aurais pu faire avancer ça sur le slide. Donc, dans chaque fichier, tu précises l'objectif, les données qui sont utilisées, qui a accès, la durée de conservation. Alors, l'avantage quand même d'un registre, l'avantage, c'est que c'est dedans, tu peux mettre tout. Et c'est la recommandation. Donc, la CNIL, en fait, met à disposition un registre. Ça demande de l'aide d'un expert pour préparer le premier registre, pour bien le remplir, pour bien le faire. Pour des petites structures, les PME, le CNIL, justement, est disponible pour les aider. Il y a beaucoup de documentation en ligne, mais également un service, je dirais, où on peut les consulter en cas de difficulté. Parce que l'avantage du registre, plus le registre est complet, plus j'ai dans un seul et unique source toutes les informations concernant le traitement des données personnelles. C'est ça l'avantage qu'il présente pour une société. Ça permet également, si jamais, en fonction de la taille de la société, si jamais il y a un contrôle CNIL, on peut démontrer au CNIL la conformité parce qu'on a une documentation qui démontre qu'il y a une audit, un constat fait et une analyse de tous les traitements. Et ça permet aussi de penser à tous les plans d'action à mettre en place ou les documentations qui ont été préparées dans le cadre de mise en conformité. Parce qu'il faut sensibiliser en entreprise toutes les personnes qui sont menées à traiter, collecter les données sur l'importance de toujours les exploiter en conformité avec la réglementation. C'est ça l'avantage d'avoir ton registre. Il sera pour une petite structure, 2 ou 3 personnes, beaucoup plus petit et moins complexe.
qu'une société qui, justement, a un DPO et qui exploite à grande échelle, je dirais, les données. Donc, même si tu n'es pas une petite structure, c'est quand même recommandé pour les salaires et tout. Est-ce que j'ai fait un marche arrière? Non, mais c'est ça. La régie, c'est plutôt pour la gestion de la paix. Il y a un risque sur les libertés des personnes. Ça, par exemple, il y a certaines sociétés qui exploitent qui ont besoin de géolocaliser les personnes ou qui ont besoin d'utiliser un système de vidéosurveillance sur les lieux. Les données sensibles, là, est-ce que vous voulez que je fasse un petit temps d'arrêt? Les données sensibles, quand même, ont un traitement particulier. Et puis, il y a des obligations plus importantes à respecter, notamment dans la sauvegarde, le traitement et la collecte de ces données. Il y a une petite dérogation, mais sincèrement, c'est rare qu'on puisse profiter de cette dérogation. Parce que, effectivement, les gens, ils ont tendance à penser, je suis petite, j'ai une petite structure, j'ai moins de 250 salariés, je n'ai pas besoin. En fait, cette dérogation, elle applique uniquement lorsqu'on a des traitements occasionnels et non routiniers. C'est-à-dire, je suis une unistructure, mais je décide de faire un emailing à une base de personnes. Je loue une base pour justement faire un emailing pour annoncer un événement. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'un registre ni de faire un fichier pour ce traitement. Mais c'est exceptionnel. Donc, et si jamais il y a un doute, la recommandation de la CNIL, c'est quand même de créer un fichier dans le registre. Comment le faire pour respecter les droits des personnes lorsque je les collecte? C'est de les informer sur les données qui sont collectées sur eux, pourquoi ces données sont collectées, donc pour expliquer, qui a accès, il faut leur expliquer qui a accès à ces données et il faut expliquer combien de temps on va conserver ces données. Aussi, il faut leur permettre à exercer facilement leur droit d'accès et leurs autres droits qui sont ancrés dans la législation. Pour cela, il faut fournir un système facile d'utilisation comme les formulaires en ligne et des numéros, fournir les numéros et les adresses de contact. Je n'ai pas remarqué dédié parce que c'est important que ce ne soient pas des adresses qui ne sont jamais suivies. Parce qu'il faut agir rapidement dans un mois, en fait, lorsque quelqu'un fait une demande. Alors, il doit être clair, précis et simple. Plus on est clair, plus on est précis, plus on est simple, plus c'est facile pour la personne de comprendre pourquoi on collecte ces données et quelle est l'utilisation qui est faite. Et comme ça, son consentement est libre et clair. Ça permet aux personnes de connaître les choses et de comprendre. Et du coup, ça ne met pas en cause notre utilisation et exploitation de la base. Quelles sont les informations à fournir? Parce que là, j'ai listé quand même pas mal de choses. Je ne les ai pas toutes listées sur le slide, mais il y a beaucoup d'informations. Et la meilleure façon de faire, c'est de prioriser les choses. Plus c'est simple. Donc, au début, c'est clairement identifier qui est le responsable de traitement qui collecte, pourquoi ils vont être collectés et les droits. Si on peut rappeler ça, c'est important. Et s'il y a des choses où je fais une exploitation qui est plus haute, que je vais faire une analyse automatisée, ou si je vais mettre leurs données à la disposition de mes partenaires commerciaux, il faut que je les informe, il faut que je priorise cette information. On reviendra tout à l'heure parce que justement, une des questions a été posée, comment je fais pour faire ma prospection commerciale? Donc, on a décidé d'utiliser comme exemple le site Internet, mais cette recommandation s'applique pour tout. Prioriser les informations, mettez un premier niveau d'information sur le formulaire de collecte. Et un second niveau d'information, c'est plutôt vers un lien. C'est-à-dire, sur le formulaire de collecte, on identifie qui est le responsable de traitement, les finalités et les droits, on les rappelle. Et on leur dit que pour plus d'informations, on les encourage de connecter sur la politique. Et on met un lien direct
et profond directement vers la politique de données personnelles. Et c'est dedans où on va rajouter toutes les précisions sur les personnes qui ont accès aux données, la durée de conservation et les droits des personnes pour contacter le CNIL ou nous-mêmes. Alors, j'ai dit que justement, cette priorisation ou cette information à deux échelles, ça peut s'appliquer également lorsqu'on collecte des informations, un formulaire à un salon ou un webinaire ou par téléphone. Lorsque c'est par téléphone, c'est un message. On peut avoir un message enregistré dès lors qu'on fait le numéro pour expliquer et ensuite donner une possibilité d'obtenir plus d'informations en cliquant sur le bouton 3, par exemple, ou plus informellement, l'interlocuteur peut le faire. Lors d'un salon, on peut l'expliquer lorsqu'on remplit les informations ou si un formulaire est sur place. De la même façon que sur le site Internet, les formulaires de collecte sur le site Internet, on les identifie. Dans un webinaire, on peut le faire également sur les formulaires. Alors, la prospection commerciale, est-ce que je peux l'envoyer à toutes les personnes de ma région? C'est quand même une question à plusieurs réponses. Parce que malheureusement, on n'a pas une réponse simple. Quand on parle de toutes les personnes de ma région, des personnes que je connais pas, qui sont dans mes bases, qui ne sont pas dans mes bases. Donc déjà, il faut vérifier qui je vais cibler, comment et comment je peux faire et qui peut me donner l'accès à leurs coordonnées. Donc tout dépend du mode de prospection. En tout état des causes, je préfère dire non parce qu'au préalable, les personnes devaient être informées du fait qu'ils vont recevoir une prospection commerciale et dans certains cas, ils devaient donner leur accord pour recevoir ça. C'est ce qu'on appelle un opt-in dans le marché ou qu'ils ont exprimé, s'ils ont exprimé un refus, c'est-à-dire un opt-out, je ne peux pas. Donc, l'opt-in, si c'est pour un B2C, donc je veux l'envoyer à des consommateurs par email, SMS, automate d'appel, il me faut un opt-in, c'est-à-dire le consommateur a accepté de recevoir cette prospection commerciale. Donc, c'est pourquoi sur les formulaires de collecte, on les met et il faut le mettre séparément, il faut mettre la case à cocher pour qu'il coche pour accepter la prospection commerciale. Il y a quelques exceptions, mais elles sont très limitées. Une, c'est que le client, je l'ai déjà comme client, donc il est déjà dans ma base et que je peux faire une prospection commerciale pour des produits ou des services analogues à ce que j'ai déjà fourni. Ensuite, moi, je ne l'appellerai pas ça une prospection, c'est une prospection non commerciale, donc caritative. L'opt-out, c'est plus simple. L'opt-out, c'est que la personne n'a pas encore exprimé son refus, donc je peux le faire en B2B. Et c'est plutôt, je contacte cette personne qui est dans ma base B2B ou qui est dans une base B2B, mais c'est une sollicitation par rapport à sa profession et non pas par rapport à cette personne à titre privé. Et attention quand on fait ça par téléphone, parce que beaucoup de personnes se sont inscrites sur la liste de Blocktel, ou pareil pour les anti-spam. Donc, il faut vérifier aussi ces listes de Blocktel avant de faire ce genre de prospection commerciale. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'on prospecte les gens, il faut faciliter leur exercice de leur droit d'opt-out. C'est-à-dire dans les emailing, il faut toujours avoir dans le mail, au pied du mail, la clé qui leur permet de faire un opt-out immédiatement. De la même façon, par SMS, on a la possibilité de faire par stop. Est-ce que ça répond aux questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on fasse un temps d'arrêt sur ça? Oui, Mairead, merci beaucoup. Moi, une question du coup, je m'étais posée qui est un peu corrélée à ça et à la notion de registre dont tu parlais avant. Par exemple, quand tu utilises un outil de CRM, dans cet outil de CRM, tu as des contacts, par exemple, typiquement quelqu'un que tu as rencontré sur un salon qui t'a donné sa carte de visite, par exemple. Tu vas noter des informations dans ce CRM. On s'est rencontré à cette date-là, il avait besoin de ça et de ça, vraiment tout ce qu'est le CRM. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il faut ajouter, donc ça revient un peu en arrière, est-ce qu'il faut mettre ça dans un registre ou pas alors qu'on a déjà le CRM en soi avec toutes les informations listées? Qu'est-ce que tu en penses?
Justement, tu as une liste, donc tu as le fichier. Le Ouais. fichier est dans ton CRM. Oui. Moi, comme tu as dit tout à l'heure, je ne suis pas dans la technicité de l'interactivité entre le registre et les fichiers du registre et CRM. C'est plutôt en back-office de l'administration. Mais justement, lorsqu'on met en place le registre, le registre parle aux différents fichiers. Il y a une interconnectivité faite. Donc, ce n'est pas nécessairement un saisie nouveau, c'est plutôt le fichier qui identifie que dans ta base CRM, tu as les bases de coordonnées, donc les clients prospects. Là, ce sont plutôt une base prospect que tu as collectée lors de tes salons. OK, d'accord. Donc, dans ton registre, tu l'as identifié comme existant, mais le contenu se trouve dans ta base CRM. OK. Merci. Je t'en prie. Alors, la sécurisation des données est quelque chose de très important parce que justement, il y a à la fois l'importance de respecter la collecte de l'information, mais il faut surtout sécuriser et respecter la confidentialité de ces données. Et comment le faire? On a une obligation aujourd'hui, lorsqu'on collecte des données, d'avoir des mesures en place dès la conception du projet. Donc, c'est souvent en anglais, on parle de privacy by design and default. C'est souvent utilisé même en français, mais l'idée, c'est de s'assurer qu'on a des mesures de sécurité en place dès la conception d'un projet et si c'était déjà existant, qu'on le met en place dès qu'on s'est mis en conformité. Ça nous demande du coup à imposer des mesures de sécurité et de protection nous-mêmes et aussi sur nos sous-traitants. C'est difficile parce que souvent nos sous-traitants, ce sont plutôt nos Googles et les Facebook, surtout Google et sur l'hébergement. C'est pourquoi en fait leurs contrats sont assez typiques, mais ils rassurent dans leur contrat. Ils ont des clauses relatives au RGPD qui confirment et rassurent sur leur respect des obligations de sécurité, protection et confidentialité des données. Il faut mettre à jour toutes des choses basiques. Toutes ces mesures de sécurité servent à la fois pour s'assurer la conformité avec la RGPD, mais aussi pour protéger les actifs de la société. Il faut adopter une politique de mot de passe robuste. La CNIL a des recommandations sur ce sujet, comme d'autres. La CNIL, aujourd'hui, est en train de faire une consultation sur ça. Elle va certainement changer. Ce n'est qu'une recommandation, mais elle évolue parce que les pratiques évoluent également en matière de sécurité des mots de passe et politique de changement. Il faut chiffrer certaines données dans certaines situations pour assurer la confidentialité. Il faut faire des sauvegardes régulières. Et il faut disposer d'un référentiel de sécurité qui est documenté. Et c'est là où, encore une fois, on revient vers les registres. Plus c'est fiché dans les registres, plus c'est simple à le démontrer à la CNIL. Quelles sont les mesures et quels sont les référentiels que nous utilisons ou que nos sous-traitants utilisent, notamment pour l'hébergement des données personnelles. La CNIL a également des bonnes pratiques, ou sa bonne pratique, c'est que pour évaluer le niveau de sécurité des données, elle recommande de poser des questions comme les comptes utilisateurs internes, externes, sont-ils protégés par des mots de passe? Les accès aux locaux sont-ils sécurisés? Les profils distincts sont-ils créés selon les besoins des utilisateurs? Est-ce que je peux avoir besoin d'un accès à une base de manière facile en front office? Mais il y en a qui ont besoin à un autre moment, j'aurais besoin en base en back office. Du coup, je devrais techniquement avoir des profils différents. Est-ce que j'ai mis en place mes procédures de sauvegarde? Donc, c'est un tout petit peu une répétition. La sécurisation des données également, c'est plutôt pour changer un peu ou alléger un peu tout ce que je viens de vous présenter là en quelques minutes. Ce sont quand même des choses, j'ai balayé tout ça en quelques minutes, vraiment. Mais la sensibilisation et la formation du personnel est importante. Un RSSI est important par rapport à la sécurité. Et cette personne travaillera en tandem avec un DPO ou avec la personne en interne qui a été nommée pour coordonner tout le suivi du traitement et sécurité des données personnelles. Je pense que je suis arrivée à la partie technique de ma présentation. Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement si jamais on a une faille de sécurité ou une violation des données? Malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent.
Lorsque quand même les données personnelles de ma base ont été divulguées ou qu'il y a eu un accès non autorisé qui est susceptible de représenter un risque pour les droits et libertés des personnes, je dois notifier la CNIL et je dois le faire très rapidement. J'ai 72 heures pour le faire. Encore une fois, la CNIL a facilité le système avec un formulaire en ligne. La recommandation quand même, c'est de réagir vite, d'analyser vite, de prendre contact avec des experts, juste s'assurer que lorsqu'on notifie la CNIL, qu'on est au courant de tout et qu'on a des bonnes mesures en place. Il ne faut pas juste notifier et ensuite gérer le problème. Il vaut mieux analyser le problème rapidement et ensuite faire la notification avec les conseils et les aides des experts. Et si les risques de la faille sont importants pour les personnes, il faut les informer. Par exemple, si les coordonnées bancaires de mes clientèles ont été volées, il faut que j'informe les personnes. Voilà. Moi, j'ai fait vraiment en quelques minutes une présentation du RGPD. Or, normalement, ça devrait prendre facilement 1h02. Mais j'ai fait vite. L'idée étant d'être à votre disposition pour peut-être échanger sur vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Mairead. Effectivement, c'était un gros travail de synthèse et c'était très intéressant pour nous donner au moins une vision de toutes les implications concrètes que ça peut avoir dans nos domaines respectifs. Du coup, voilà, vous avez peut-être des questions. Alors, sachez que nous allons diffuser le webinaire, le replay du webinaire entre la semaine prochaine et la semaine suivante, le temps de faire le montage et de le mettre en ligne. Donc, vous pourrez revoir toute la présentation de Mairead et bien sûr, revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Mais là, vu que nous avons une experte juridique avec nous, si des choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il n'y a pas de questions particulières. Par exemple, il y a un sujet qui concerne les sites web où voilà, il faut être un petit peu vigilant et très concrètement, Mairead, qui fait partie de l'équipe, nous a fait des recommandations pour notre propre site. Donc, parfois, ce sont des choses qui nous semblent un petit peu anecdotiques, mais elles peuvent prouver aux instances qu'on est en conformité avec la loi, dans les clous, si on peut me permettre l'expression, dans la plaque, et déjà montrer sa bonne foi par rapport aux autorités. Oui, sur ce sujet, effectivement, parce que beaucoup de gens font sous-traiter le développement de leur site et il y a des prestataires qui fournissent des sites clés en main et du coup, ce sont des prestataires plutôt pan-européens ou voire mondiaux, donc ils ne sont pas toujours au fait ou à jour sur tout ce qui est le formulaire de collecte. Et c'est là où ça manque, et les politiques pareil. Et une politique, justement, une politique de protection de données personnelles et personnelles à chaque société. Donc, on ne peut pas faire un document type pour toutes les sociétés parce qu'elle est normalement rédigée en connaissance de cause du collecte-traitement fait par l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires parmi nos participants? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer un petit peu en avance. On choisit. Merci beaucoup. Merci, Vincent, pour votre message. Eh bien, rendez-vous le mois prochain pour un webinaire sur le sujet de la digitalisation des achats en entreprise, où nos experts achats seront mis en avant. Et en attendant, à nouveau, n'hésitez pas à prendre contact avec nous auprès de Mairead pour des sujets qui concernent le RGPD ou des questions juridiques qui vous taraudent. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci à nouveau, Mairead, pour ton intervention. C'est un plaisir. Bonne journée à tous. Bonne Merci. journée. Merci. Au Au revoir. revoir.